signe des temps, c'est la disparition dans nos campagnes du cheval à 4 jambes au profit du cheval vapeur. Le moteur a détrôné le percheron et le carburant s'est substitué au fourrage. Cette motorisation se traduit par un nombre sans cesse croissant de tracteurs. 40 000 sont sortis de nos usines en 1954. Il en sortira 60 000 cette année pour la France et l'exportation. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la recherche de l'autosuffisance alimentaire, puis la volonté de devenir une puissance exportatrice ont conduit l'agriculture française à entrer dans les années 80 dans un engrenage productiviste dont nous mesurons aujourd'hui les impacts. L'industrialisation de l'agriculture, avec son machinisme et son gigantisme, a nécessité l'emploi de quantités considérables de pesticides, d'engrais chimiques et organiques, couplés à une consommation d'eau toujours plus importante. Les conséquences du modèle agricole de ces 50 dernières années ont eu un impact dramatique sur la situation de la ressource en eau, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Pour comprendre les impacts de l'agriculture et ses incidences sociales, économiques et environnementales, le WWF France est parti à la découverte de 3 territoires, les départements des Côtes-d'Armor, d'Eure-et-Loir et du Gers. 3 départements, 3 situations environnementales préoccupantes et 3 drames humains. La France est le 3e pays consommateur de pesticides au monde en volume, avec plus de 70 000 tonnes annuelles épandues sur nos terres, dont 90% pour l'agriculture. Une fois épandus sur les plantes, ces composés chimiques ont des impacts directs sur l'environnement. Absorption végétale, rétention, dégradation, percolation, volatilisation, ruissellement, autant d'actions de ces molécules qui impactent le cycle de l'eau. Un territoire symbolise l'impact des pesticides sur la ressource en eau, l'Eure-et-Loir. L'Eure-et-Loir compte aujourd'hui plus de 400 000 habitants pour 403 communes. Dans ce département rural, l'agriculture y tient une place essentielle. On avait une agriculture assez diversifiée, type polyculture-élevage, tournée quand même vers la production végétale, qui au fil des décennies, avec les plans voulus par l'État, on a spécialisé notre département. Aujourd'hui, ce sont plus de 14 000 tracteurs qui travaillent les terres de la Beauce, le premier grenier de France. Et entre les années 50 et aujourd'hui, on a vu disparaître la production de moutons, les productions végétales pour cette production de viande, et on a vu apparaître le maïs, les pois protéagineux. Je dis simplement qu'en France, on a essayé de spécialiser les départements en fonction de la potentialité de leur sol et du climat. Ce changement de modèle agricole de ces 50 dernières années était-il adapté à la structuration des sols d'Eure-et-Loir? On a le calcaire, qui est le propre des formations de Beauce, que l'on retrouve donc pratiquement à fleur à la surface. Et ces sols-là sont beaucoup plus fragiles au niveau de l'agriculture. Les rendements sont équivalents entre des sols assez superficiels et des sols profonds, mais il faut plus d'engrais, il faut plus d'irrigation pour maintenir la culture. Ce rappel historique et géologique montre l'inadaptation de certaines cultures en Eure-et-Loir. Pour autant, est-ce le seul problème? Le premier débat, c'est effectivement, on a un marché qui impose des types de production, des protéines, des absences de mycotoxines, des absences d'insectes, des vers, etc., de calibre, qui fait qu'aujourd'hui, et on n'oublie pas le consommateur à qui on est habitué, qu'il fallait de plus en plus des beaux fruits, des belles pommes de terre, il ne fallait pas qu'elles soient marquées, etc. Et ça fait qu'à un moment donné, eh bien, on a facilement imposé des cahiers des charges. Et là, les agriculteurs étaient plutôt des victimes de ce marché qui a évolué et de ce consommateur à qui on a oublié de dire qu'une pomme de terre, elle pouvait être moins belle, mais tout aussi bonne. Ça, c'est le premier problème. Et on a toujours oublié l'impact de nos pratiques imposées par ce marché sur l'environnement. On a laissé libre cours à toutes les dérives productivistes. On a répandu sur le sol des quantités d'intrants qui, à cause du caractère calcaire du sous-sol de l'Eure-et-Loir, des intrants qui se sont retrouvés très rapidement, au bout de quelques semaines, quelques mois, dans la nappe phréatique. Donc il y a directement une relation de cause à effet entre les pratiques productivistes agricoles et l'état désastreux de la qualité de nos nappes phréatiques. Aujourd'hui, on préfère nous faire peur en nous disant attention parce que ces 100 tonnes, il faut absolument les produire, on en a besoin de nous pour nos débouchés. Donc vous allez mettre tout en œuvre, même à l'excès, pour y arriver. Et le seul responsable, ce sera vous.
La course au rendement est malheureusement synonyme d'emploi important de pesticides. Les désherbants, les insecticides, les fongicides sont composés de molécules par essence destinées à tuer la vie. Leur utilisation n'est pas sans risque. Quand une ligne R40 indique risque de cancer suspecté, j'aimerais qu'on aille un petit peu au-delà et puis qu'on me dise exactement quels sont les cancers suspectés et comment ça agit. Pour moi, c'est des produits chimiques, c'est de la TNT, quoi. Il faut pas, vous savez, c'est comme dans le salaire de la peur, quoi. Il ne faut pas qu'on bouge de trop, hein, parce que ça va nous péter à la figure. Et ce qui est insidieux, c'est que ça ne pète pas vraiment à la figure, mais ça pète à petit feu, quoi. Donc il faut quand même en être conscient. Déjà, simplement reconnaître qu'on pollue. Voilà, c'est ça que je voudrais juste entendre. On pollue. Cette contamination est lente et sournoise. La France va devoir toutefois se conformer à la directive européenne sur l'eau, qui impose à notre pays d'atteindre le bon état chimique des masses d'eau souterraines et de surface. La directive 4 sur l'eau oblige les pays membres de l'Union européenne à atteindre le bon état pour 2015. Eh bien, pour les cours d'eau d'Eure-et-Loir et les aquifères, on est plutôt sur l'horizon 2021 et 2027. L'état initial est tel que les mesures qu'il faudra mettre en œuvre et leurs coûts ne permettent pas, pour des raisons tant techniques que financières, d'espérer atteindre le bon état au titre de la directive cadre d'ici 2015. Pour les associations de protection de la nature du département, l'objectif d'atteindre le bon état chimique des eaux en Eure-et-Loir pour 2015 relève plus du fantasme que de la réalité. Alors on a sur le département encore à ce jour pas loin de 10% de la population qui reçoit de l'eau non potable au robinet. Si on avait continué à alimenter la population directement avec l'eau puisée dans les nappes sans traitement, on n'aurait pas 10% de la population alimentée en eau non potable, on aurait 40% de la population alimentée en eau non potable. Exemple de la situation catastrophique de l'eau potable en Beauce, la commune de Moriez. D'après les textes, je dois, en tant que maire, donc fournir une eau conforme à la population de la commune. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque effectivement, au niveau des nitrates, on est au-delà de la norme qui est de 50 mg par litre. On est à 53, 54, voire 55. Et puis également au niveau des pesticides, on est hors norme et ça pose effectivement des problèmes de ne pas respecter ces normes. Il faut quand même aussi savoir que la pression judiciaire pèse sur les élus, qui commencent à se rendre compte qu'un usager du service de l'eau pourrait facilement et fort logiquement obtenir droit à une plainte s'il est démontré, et c'est techniquement faisable, s'il est démontré qu'un service de l'eau ne lui est pas assuré correctement. La seule solution pour un maire est de demander le raccordement de sa commune à une collectivité desservie par une eau propre à la consommation. Ce traitement curatif répond à une urgence aux conséquences financières que ne peuvent assumer les petites communes. Je dirais qu'à court terme, la solution qui est en réflexion actuellement au niveau de la communauté de communes, c'est donc de mettre en place une interconnexion et donc, je ne sais plus combien, 60 ou 80 km de conduite, de tuyaux pour alimenter chaque château d'eau, donc les châteaux d'eau de chaque commune, quoi. Des millions d'euros sont dépensés pour améliorer légèrement la qualité des eaux. Mais l'interconnexion, c'est simplement un pansement sur une jambe de bois. Raisonnablement, on peut penser qu'effectivement le prix de l'eau va tripler dans les 10 années qui viennent, quoi. La seule solution pertinente sur le long terme est la protection renforcée de la qualité des eaux brutes par le biais de modifications durables des pratiques agricoles. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il resterait 180 captages à terme. Et sur ces 180, il y en a 40 qu'on considère comme prioritaires et sur lesquels on doit mener à terme au moins une démarche de bassin d'alimentation. En moyenne, c'est de l'ordre de 2000-2500 hectares, un bassin d'alimentation sur lequel on va travailler. Concrètement, ça veut dire qu'il faut améliorer les pratiques sur cette surface. Et à l'échelle du territoire, ça fait multiplié par 40, 2500, on va dire, ça fait 100 000 hectares. 100 000 hectares sur 500 000. Reconquérir la qualité de nos masses d'eau passera nécessairement par une conversion du modèle agricole. Aujourd'hui, quelles solutions ont été choisies pour y parvenir ?
mais on est, je crois, en train d'accumuler aujourd'hui des références sur des variétés, sur des pratiques, sur des réductions de 30% de phytosanitaires avec du binage mécanique, avec des retours à des pratiques ou des alternances différentes. Et c'est cette agriculture-là aujourd'hui qu'on veut mettre en place dans le département, en priorité dans les bassins d'alimentation de captage. L'agriculture intégrée, il ne faut pas en faire une religion non plus, c'est simplement une troisième voie entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle qui a des pratiques moins gourmandes d'ordre général en carbone, c'est-à-dire en phytosanitaire, en azote, voire même en fuel. Donc c'est quelque chose vraiment dans l'air du temps et on doit aller dans ce sens-là, quoi. Marché, consommateurs, agriculteurs, aucune évolution ne peut se faire sans un changement dans l'enseignement et la formation agricole. Le lycée agricole de Saussay s'inscrit dans une démarche où il mène sur son lieu d'enseignement une expérience intéressante en collaboration avec l'agglomération de Chartres. Notre situation environnementale un peu particulière nous a amené à réfléchir à la manière de réduire notre impact sur le milieu en termes de consommation d'engrais et puis aussi beaucoup en termes de consommation de produits phytosanitaires. L'exploitation est située en bordure d'un des 3 forages de l'agglomération de Chartres. Depuis 2007, une réflexion est engagée sur les pratiques à mettre en œuvre pour limiter les contaminations de ces forages par les intrants chimiques et en restaurer la qualité des eaux brutes. Donc nous, ce qu'on a proposé autour de ce périmètre, donc qui fait une 60aine d'hectares et qui nous concerne pour 30 hectares, c'est de partir sur une conversion en agriculture biologique et d'essayer de mener de front comme ça une création de référence en bio, puisque les systèmes bio ne sont pas forcément très représentés sur le territoire, donc ça peut être intéressant d'avoir ça. Et après, sur le reste de l'exploitation, une conduite globalement selon les principes de l'agriculture intégrée, avec des objectifs de réduction des engrais, des produits phytosanitaires, des objectifs assez forts en matière de réduction. On est parti sur une diversification importante des cultures. Donc ça nous a permis de faire pas mal d'économies sur les engrais azotés, consommation d'azote, et puis pas mal aussi sur l'utilisation des produits phytosanitaires, sachant qu'aujourd'hui on est assez bon en termes d'utilisation de produits phytosanitaires, ce qu'on appelle hors herbicides, donc fongicides, insecticides et autres. Par contre, sur les consommations d'herbicides, on a encore pas mal de progrès à faire. Nous avons pu voir à quel point les acteurs locaux étaient conscients de la situation de leur département et de son territoire. Dans le cadre de ce reportage, nous avons cherché à rencontrer les représentants de l'État. La crise de l'eau est réelle. Malheureusement, la préfecture et ses services décentralisés, malgré nos nombreuses rencontres passées, n'ont pas daigné répondre à nos questions et nous ont fait parvenir une fin de non-recevoir. Les difficultés sont nombreuses et le changement de modèle agricole est devenu le principal enjeu pour retrouver une qualité des eaux suffisante à la consommation humaine.